Suite à l'introduction de pthread, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet technique en faisant un rapide aperçu de ce à quoi ressemblent les appels de fonction de la librairie pthread. Alors, quelques petites informations sur les slides qui vont suivre. Dans ces slides, nous allons suivre un exemple de programmation avec pthread, dans lequel on va voir qu'on a des problèmes dans les premières versions, puis en introduisant à chaque slide de nouvelles fonctions de cette API, eh bien, nous allons résoudre progressivement ces appels. Le problème est toujours présenté de deux manières. Tout d'abord, une slide comme celle qui est affichée actuellement à l'écran qui présente la documentation allégée de la fonction, puis un exemple d'utilisation. Je ne m'appesantirai pas sur les slides présentant la documentation, je vais essayer de les présenter brièvement. Elles ont vocation à vous servir de support pour la réalisation des TP, c'est-à-dire que c'est la documentation à laquelle vous pourrez vous référer pour réaliser les TP. Et donc commençons tout de suite avec la première de ces fonctions, il s'agit de la fonction pthread_create. Cette fonction permet, comme son nom l'indique, de créer un thread, donc de créer un nouveau thread qui s'exécutera en parallèle de celui avec laquelle la fonction pthread_create est appelée. Et cette fonction et ce nouveau thread qui est créé, va immédiatement commencer son exécution. Alors, les paramètres de cette fonction, quels sont-ils? Tout d'abord, on a un paramètre de type pthread_t. Il s'agit d'une structure qui va permettre de représenter le thread, tout simplement. Ensuite, vous avez une deuxième structure qui va permettre de stocker les attributs du thread, c'est-à-dire tout ce qui va permettre de définir son affinité, sa joinability ou sa scheduling policy. En troisième argument dans cette fonction, nous avons un pointeur de fonction. J'attire votre attention sur le fait que le pointeur de fonction a un type bien précis. Vous devez obligatoirement passer en troisième argument à cette fonction pthread_create un pointeur de fonction vers une fonction qui ne prend qu'un seul et unique argument de type void étoile et qui retourne un seul et unique élément de type void étoile également. Il est impossible de passer un autre type de fonction. Si vous essayez par exemple de passer une fonction qui prend en paramètre un nombre entier ou deux void étoiles, vous aurez une erreur de compilation quand vous essayerez de compiler votre programme. Enfin, le dernier argument de cette fonction, il s'agit d'un pointeur qui va permettre de passer des données au thread pour qu'il puisse les utiliser. Voyons un exemple tout de suite. On a ici deux codes. À gauche, nous avons le code de notre programme principal, le main, et à droite, le programme d'un thread que l'on va vouloir exécuter. J'attire tout de suite votre attention sur le fait que, comme indiqué il y a quelques secondes, la fonction thread_main respecte bien le prototype que j'ai évoqué tout à l'heure, puisqu'elle prend en paramètre un unique argument de type void étoile et elle retourne un unique élément de type void étoile également. Revenons au programme principal. Dans le programme principal, je déclare d'abord un tableau contenant 10 éléments de type pthread_t, c'est-à-dire 10 structures qui vont me permettre de représenter des threads. Je rentre ensuite dans une boucle for, et à l'intérieur de cette boucle for, je vais faire appel 10 fois à la fonction pthread_create, une fois pour chaque élément de mon tableau threads. Dans chacun de ces appels de fonction à pthread_create, je vais passer en premier argument l'adresse de l'un des éléments de mon tableau. En deuxième argument, un pointeur nul. Je ne souhaite pas passer d'attributs particuliers à mes threads, je ne souhaite pas leur donner d'attributs particuliers, et donc je vais juste donner nul pour indiquer au système d'exploitation qu'il peut prendre tous les attributs par défaut pour ces threads. Ensuite, je vais passer thread_main, qui est le pointeur vers la fonction qui doit être exécutée quand mon thread va s'exécuter. Et enfin, je vais passer i, c'est-à-dire je vais passer l'adresse de la variable i. Cette variable i, elle est de type int. Quand je la passe à mon thread, elle va être castée sous forme d'un pointeur dont le type est inconnu. Dans le code du thread, que se passe-t-il? Dans le code du thread, j'ai d'abord déclaré un message, hello world, une chaîne de caractères, et je vais afficher des choses dans la console. D'abord, je fais un printf qui va me permettre d'afficher le paramètre qui a été passé à mon thread. Ce paramètre est de type void étoile. En réalité, moi, je sais qu'il s'agit d'un nombre entier, puisque dans le main, en quatrième argument de pthread_create, j'ai passé un pointeur vers un nombre entier, donc je peux utiliser, alors vous verrez en TP qu'il y a peut-être des petites choses à rajouter dans ce code pour que ça fonctionne, mais je peux l'utiliser comme étant un nombre entier.
Et donc je vais faire un printf qui va me permettre d'afficher la valeur qui a été passée lors de la création du thread. Ensuite, je vais rentrer dans une boucle while qui va, caractère par caractère, m'afficher le message Hello Parallel World. Alors, regardons ce qui se passe si on exécute ce code. Je vous présente en bas de la slide 3 sorties possibles que je vais pouvoir obtenir dans la console si j'exécute ce programme. Alors, on va remarquer plusieurs choses ici. Déjà, on va remarquer que l'une d'elles est totalement vide, et on va surtout remarquer qu'aucune des 3 sorties faites par ce programme ne m'affiche 10 fois le message Hello Parallel World. Au mieux, je vais voir Hello affiché une fois au complet et Hell affiché une demi-fois, mais je n'ai jamais la totalité des 10 fois Hello World qui s'affichent. Une deuxième chose qui va nous marquer, c'est le fait que les 10 threads écrivent en même temps dans la console, et donc les 10 messages Hello World s'entremêlent totalement les uns avec les autres. Je n'ai pas 10 Hello World propres les uns à la suite des autres. C'est normal, les 10 threads font un printf dans la même console, dans le même stdio du processus, et donc, puisqu'il n'y a pas de mécanisme pour les empêcher d'écrire en même temps, les messages s'entremêlent lors de l'affichage. Enfin, la dernière chose qui est intéressante à noter, c'est ce qui concerne les chiffres affichés. Je vous rappelle que dans le main, on va passer l'adresse de i, la variable sur laquelle j'itère dans ma boucle for, et je vais donc récupérer cette variable i côté thread pour l'afficher. Ce qui est intéressant quand on regarde la première exemple de sortie, c'est que j'ai 2 fois 10 qui s'affichent en console. Alors, déjà, ce n'est pas normal, puisque chaque thread est normalement créé avec un i unique, puisque je fais appel à 10 fois à la fonction pthread_create. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Eh bien, tout simplement, ce que j'ai passé à ma fonction pthread_create, ce n'est pas la valeur de la variable i, mais bien l'adresse de la variable i. Ce qui fait que quand les threads se lancent, quand ils arrivent à la ligne de code printf, ils vont voir la valeur actuelle de la variable i. Il se trouve qu'entre-temps, d'autres threads ont potentiellement été créés et que dans le programme principal, la variable i a potentiellement été incrémentée. Ce qui veut dire que quand le thread déclenche son affichage, il ne va pas afficher la valeur de la variable i quand il a été créé, mais la valeur actuelle de la variable i qui a continué à évoluer en parallèle dans le programme principal. Si on avait voulu que chaque thread reçoive une variable différente, il aurait fallu faire un tableau d'entier dans le programme principal et passer à chaque thread un pointeur vers un élément différent du tableau d'entier. Alors, on va commencer à essayer de résoudre ces problèmes, et la première chose, on va essayer d'arrêter proprement les threads. On va essayer tout simplement d'obtenir les 10 messages dans la console, au lieu de s'arrêter en plein milieu. Alors là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le programme précédent, dès que le thread principal a terminé de créer les 10 threads, il arrive à l'instruction return 0. Cette instruction return 0 va provoquer l'arrêt du thread principal, donc de la fonction main, qu'on va appeler le thread principal. L'arrêt du main va provoquer l'arrêt du processus, et l'arrêt du processus va provoquer l'arrêt de tous les threads. C'est pour cela que les 10 messages ne sont pas affichés complètement dans la console. Alors, pour arrêter les choses proprement, il y a 2 manières. La première chose, c'est que pour arrêter un thread, je peux l'arrêter lui également de 2 manières. La première façon, c'est tout simplement de faire un return, c'est-à-dire que quand je suis dans le code du thread, pas le thread principal, pas le main, dans le code d'un thread secondaire, si je fais return, je vais tout simplement terminer l'exécution de mon thread. Je peux retourner une valeur, je fais une valeur qui va être obligatoirement un pointeur de type void étoile, et ce pointeur, je pourrais le récupérer, on verra comment juste après. À la place de return, je peux faire appel à la fonction pthread_exit, qui va prendre en paramètre la valeur que je vais vouloir également retourner quand je vais quitter mon thread. Donc quand je fais appel à return ou à pthread_exit à l'intérieur d'un thread, ça termine l'exécution de ce thread, le thread disparaît, toute la mémoire qui lui est allouée, toute sa stack est supprimée, et je vais pouvoir retourner une valeur qui pourra être récupérée. Comment pourra-t-on récupérer cette valeur? En utilisant la fonction suivante, pthread_join. Alors, pthread_join, comment ça fonctionne? C'est une fonction qui va permettre à un thread A d'attendre la fin de l'exécution d'un thread B. Donc par exemple,
dans le thread principal, dans le main, je vais pouvoir faire appel à pthread underscore join. Là, je vais passer en paramètre en premier argument la structure qui représente cet autre thread. Puis je vais passer en deuxième argument un double pointeur void étoile. Et qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Eh bien, ça va me permettre d'attendre que cet autre thread s'arrête. Et dès qu'il s'arrête, je vais pouvoir récupérer la valeur qu'il a retournée via mon double pointeur. D'accord? Alors, très important, la fonction pthread_join va bloquer l'exécution du programme jusqu'à ce que cet autre thread ait terminé son exécution. C'est-à-dire que tant que cet autre thread ne fait pas un return ou un pthread_exit, eh bien l'appel à la fonction pthread_join va bloquer le programme, va bloquer le thread qui a appelé pthread_join jusqu'à ce que cet autre thread ait terminé son exécution. Alors, à nouveau, on va faire un petit exemple. J'ai changé un tout petit peu mon programme précédent pour rajouter une deuxième boucle dans le programme principal, dans le main. Cette deuxième boucle, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va tout simplement appeler 10 fois la fonction pthread_join, une fois pour chacun de mes 10 threads qui sont créés dans la première boucle for. Côté thread, j'ai fait une toute petite modification, j'ai uniquement supprimé le printf de la variable i qui était passée à la création du thread. Alors, que se passe-t-il si j'exécute ce code? Eh bien, j'ai bien 10 fois affiché dans la console Hello Parallel World. Comme tout à l'heure, les messages s'entremêlent, d'accord? Et j'ai rajouté dans le programme principal un printf stop. Ce stop, qu'est-ce qu'il indique? Il indique le moment auquel le programme principal a terminé de créer les 10 threads et où il va commencer à attendre la fin d'exécution de ces 10 threads. Comme on peut le voir ici, eh bien, il se passe un certain temps entre le moment où stop s'affiche dans la console et le moment où les 10 threads ont effectivement terminé leur exécution, et donc le moment où le programme principal peut lui-même terminer son exécution. Alors, comment est-ce qu'on aurait pu améliorer ça? Là, ce qui va nous intéresser, c'est non plus d'attendre qu'un thread s'arrête, mais de lui demander de s'arrêter. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? On va pouvoir faire ça en utilisant la fonction pthread_cancel, qui va prendre en paramètre la structure représentant un autre thread. Donc encore une fois, il s'agit pour un thread A de demander à un thread B de s'arrêter. Comment ça va fonctionner? Le thread qui va recevoir la demande d'arrêt va pouvoir réagir de différentes manières en fonction de ses attributs. Le premier attribut qui va permettre de décider comment ça va se passer, c'est l'attribut cancel state. Il peut être soit enable, ce qui est la valeur par défaut, soit disable. Si ce cancel state est enable, dans ces cas-là, ça veut dire que le thread B va pouvoir s'arrêter. On verra sous quelles conditions. Si le cancel state est disable, l'appel à la fonction pthread_cancel n'aura aucun effet. Donc si cancel state est enable, il aura un effet, il va demander au thread de s'arrêter. Dans ces cas-là, on va regarder la valeur de d'autres attributs. Le premier attribut qui va nous intéresser, c'est cancel type. Il peut être soit asynchronous, soit deferred, qui est sa valeur par défaut. Si cancel type est asynchronous, dans ces cas-là, immédiatement, lorsque le thread B reçoit la demande d'arrêt, il va immédiatement s'arrêter. Si il est deferred, le thread B va s'arrêter au prochain point d'arrêt. Un point d'arrêt, qu'est-ce que c'est? Eh bien, un point d'arrêt, c'est une fonction particulière dans l'exécution du programme. Par exemple, les fonctions pthread_count_wait, pthread_join ou pthread_test_cancel sont des fonctions qui vont provoquer l'arrêt d'un thread si ce thread a le cancel type deferred. Il y a également des fonctions système, comme la fonction sleep system ou sigwait, ou par exemple fopen et printf dans certains systèmes d'exploitation. Donc ce que ça veut dire, c'est un thread qui a reçu une demande d'arrêt et qui va effectuer un appel à printf, va s'arrêter. Alors, petit exemple, j'ai changé mon programme en rajoutant dans le programme principal un appel à la fonction pthread_cancel juste avant l'appel à la fonction pthread_join dans la deuxième boucle for. Dans le thread, j'ai uniquement rajouté dans la boucle while, qui permet d'afficher les caractères 1 à 1, un appel à la fonction pthread_test_cancel qui permet, avant d'afficher chaque caractère, de vérifier si une demande d'arrêt du thread a été reçue. Comment cela va se passer? Eh bien voilà un exemple de sortie qui peut être généré par ce programme. On a bien Hello World qui s'affiche dans la console, et cette fois-ci, assez rapidement après l'affichage du stop
dans la console, on voit que les threads secondaires s'arrêtent tous assez rapidement et le processus s'arrête proprement. Donc on a demandé l'arrêt aux threads et les threads se sont arrêtés. On continue et on va maintenant essayer de résoudre ce problème de messages qui s'entremêlent dans la console. Pour faire ça, on va utiliser un concept que vous avez déjà vu dans vos modules de temps réel, c'est le concept de mutex. Alors les mutex, qu'est-ce que c'est? Il faut voir ça comme un jeton, un token, une clé, qui ne peut être possédé que par un seul thread à la fois. D'accord? Et donc on va utiliser des jetons comme ça, des clés, pour protéger des éléments. Donc par exemple, si je dis que j'ai un mutex pour protéger ma console, eh bien ça veut dire qu'à chaque fois qu'un thread va vouloir écrire dans la console, il va devoir acquérir cette clé, à condition qu'aucun autre thread ne la possède. Il va ensuite faire ses écritures dans la console, et quand il aura terminé, il va libérer la clé pour que d'autres threads puissent l'acquérir pour pouvoir accéder à la console. D'accord? Bien évidemment, là je donne l'exemple de la console, mais ce système de mutex peut être utilisé pour protéger l'accès à n'importe quelle ressource, comme des fichiers ou l'accès réseau par exemple. Pour manipuler les mutex avec pthread, on a l'ensemble des fonctions qui vous est présenté à l'écran. La fonction init permet de créer la structure de mutex et de l'initialiser. La fonction mutex lock, pthread mutex lock, permet à un thread de tenter d'acquérir un mutex. Si ce mutex est disponible, il va l'acquérir et continuer à s'exécuter. Si ce mutex n'est pas disponible, eh bien l'appel de la fonction pthread mutex lock va attendre jusqu'à ce que ce mutex soit disponible. La fonction trylock, elle va également chercher à acquérir le mutex, sauf que elle ne va pas bloquer. C'est-à-dire que si elle arrive à obtenir le mutex, elle va continuer à s'exécuter. Si elle ne parvient pas à obtenir le mutex, elle va quand même continuer à s'exécuter. Pour savoir si l'appel de la fonction a permis ou pas d'acquérir le mutex, il faudra regarder la valeur entière qui est retournée par cette fonction. Ensuite, on a la fonction pthread mutex unlock qui permet tout simplement de relâcher un mutex que l'on possède. Et puis enfin, on a la fonction pthread mutex destroy qui va permettre de détruire un mutex après qu'il ne soit plus nécessaire. Alors, voici un exemple. Dans le programme principal, j'ai rajouté déjà le mutex en variable globale. On voit avant le programme main, j'ai rajouté pthread mutex underscore tmut. Donc là, ça me permet de déclarer la variable globale mutex. Dans le programme main, dans les premières lignes de code, je fais appel à pthread mutex init pour initialiser ce mutex. Et c'est tout pour le programme principal. Dans les threads secondaires, on voit que avant de rentrer dans la boucle for, je fais appel à la fonction lock qui va me permettre d'acquérir le mutex, et à la fin de la boucle while, je vais libérer le mutex en faisant appel à la fonction unlock. Alors voyons voir ce qui se passe quand on exécute le programme. Eh bien, le programme commence à s'exécuter, et puis il se bloque. Il se bloque, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous lancez votre programme sur votre ordinateur, sous Windows, typiquement, il va vous mettre le message « Le programme ne répond pas ». En général, c'est mauvais signe, ça veut dire que votre programme ne fait plus rien, il ne fait plus de calcul, mais il n'est pas terminé. D'accord? C'est-à-dire que tous les threads de votre programme sont actuellement en train d'attendre quelque chose. Alors, quel est le problème ici? Le problème qu'on a dans ce programme, eh bien, si vous regardez, c'est tout simplement la façon dont on a agencé les mutex. Lorsque un programme, un thread, acquiert le mutex, il rentre dans la boucle while. Il s'exécute, il affiche les caractères. Mais avant chaque caractère, il va vérifier est-ce qu'il a reçu une demande d'arrêt de la part d'un autre thread. Il se trouve que dans le programme principal, cette demande d'arrêt, elle vient rapidement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, dans notre cas de figure, l'un des threads a commencé à s'exécuter, il a réussi à acquérir le mutex, il a commencé à afficher des messages dans la console, puis il a reçu la demande d'arrêt du programme principal. Donc, immédiatement, il s'est arrêté à la fonction pthread test cancel. Lorsqu'il s'est arrêté, il n'a pas libéré le mutex. Et donc, on se retrouve dans un cas de figure dans lequel on a 9 threads qui sont probablement en train d'attendre que le mutex soit libéré, puisque les 9 autres threads sont en train d'attendre à pthread mutex lock, et le 10e thread qui possède le mutex, c'est lui déjà arrêté, puisqu'il a reçu une demande d'arrêt avec pthread test cancel. Et donc notre programme est bloqué, les threads secondaires n'obtiendront jamais le mutex qu'ils attendent, puisqu'il est possédé par un thread qui n'existe plus.
Alors pour résoudre ce problème, on peut utiliser un mécanisme assez puissant de pthread qui s'appelle la cleanup stack. Cette cleanup stack, comment elle fonctionne? Elle fonctionne via deux fonctions. La première, c'est pthread cleanup push, qui va permettre eh bien, d'aller empiler des fonctions et des arguments pour ces fonctions sur une pile. Une pile, je rappelle, c'est quelque chose où on va empiler des choses les unes au-dessus des autres, puis les dépiler plus tard. Cette cleanup stack, à quoi elle sert? Eh bien tout simplement, toutes les fonctions que l'on aura empilées dans cette cleanup stack, au moment où le thread s'arrête, eh bien ces fonctions seront exécutées dans l'ordre inverse, c'est-à-dire qu'on partira du sommet de la pile et on les exécutera les unes après les autres. D'accord? Et donc, on va pouvoir empiler des fonctions, et on aura la certitude que quand le thread va s'arrêter, par exemple en faisant un return, ou par exemple en faisant un appel à pthread test cancel, eh bien automatiquement, toutes les fonctions qui auraient été empilées seront exécutées les unes après les autres, et dépilées. Une deuxième fonction, c'est la fonction pthread cleanup pop, qui permet eh bien, tout simplement d'enlever la fonction qui se trouve au sommet de cette pile de fonctions, et en fonction du paramètre qui est passé à cette fonction pop, on va pouvoir choisir d'exécuter ou pas la fonction que l'on dépile. Alors voyons un exemple d'exécution. J'ai modifié le code du thread pour rajouter un appel à la fonction pthread cleanup push avant de faire un appel à mutex lock et un appel à pthread cleanup pop à la fin de la boucle while à la place de mutex unlock. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Eh bien, le programme ne va pas bloquer, tout simplement parce que, comme dans la fonction précédente, un thread va commencer à s'exécuter, ce thread va recevoir une demande d'arrêt, il va s'arrêter, sauf que là, automatiquement, lorsqu'il s'arrête, la fonction qui a été empilée dans la cleanup stack va s'exécuter, et cette fonction, eh bien, c'est tout simplement la fonction pthread mutex unlock, qui va donc s'exécuter automatiquement. Le mutex sera libéré, et donc les autres threads vont pouvoir l'acquérir, puis aller tout simplement s'exécuter et arrêter le programme normalement. Ça aussi termine la présentation des différents éléments de la librairie pthread. En voici quelques-uns d'autres que je ne vais pas détailler dans cette vidéo. Vous pouvez trouver la documentation en ligne, et certaines seront à utiliser en TP. Donc vous aurez à faire l'effort de lire la documentation. Le premier, ce sont les sémaphores, qui est un système de mutex avec plusieurs valeurs pour une clé. C'est-à-dire qu'on va pouvoir donner une valeur de 2, 3 à la clé, c'est-à-dire que 2 ou 3 éléments, 2 ou 3 mutex, 2 ou 3 threads pourront acquérir la clé en même temps. Ensuite, on a un système de conditions, pthread cond, qui permet de synchroniser des threads entre eux, vous n'aurez pas à l'utiliser en TP. Ensuite, vous avez pthread barrière. Ça, vous aurez à l'utiliser en TP. Il s'agit d'une barrière d'exécution. Alors, une barrière d'exécution, c'est quoi? Quand on crée une barrière, on va lui associer un nombre, par exemple 3. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, cette barrière, associée au nombre 3, elle signifie que, pour être franchi, 3 threads devront attendre à cette barrière. Alors, comment ça va fonctionner? Un premier thread va faire appel à la fonction pthread barrière wait. D'accord? Rien ne va se passer, il va attendre. Un deuxième thread va faire appel à cette même fonction pthread barrière wait. Rien ne va se passer. Quand un troisième thread va faire appel à cette même fonction pthread barrière wait, on va atteindre le nombre de threads spécifiés à la création de la barrière, et donc automatiquement, les 3 threads qui attendent vont pouvoir se débloquer et continuer l'exécution du programme. Donc cette barrière va permettre de synchroniser plusieurs threads. Le read-write-lock, c'est un système de mutex asymétrique qui va permettre d'avoir un écrivain et plusieurs lecteurs en parallèle. pthread key, c'est un système qui va permettre de protéger des pointeurs. Je ne vais pas y revenir dans les détails, vous n'aurez pas à l'utiliser en TP. Donc voilà qui termine la présentation de la librairie pthread. Je suis conscient que c'est une présentation qui va un petit peu vite, mais l'objectif c'était de vous donner les bases et de vous montrer quelques exemples de l'utilisation de pthread. Tout cela sera mis en pratique durant les séances de TP. La suite du cours portera sur une autre API de programmation parallèle beaucoup plus simple à manipuler, OpenMP.